Alors, on va commencer, parce que je ne veux pas prendre de retard. On a un programme riche. Alors, quand le travail s'invite dans toutes les pièces de la maison et bouleverse complètement nos modes de vie, il bouleverse nos espaces, il bouleverse nos décorations et nos mobiliers. Donc, ça va être le thème de cette conférence qui va durer 45 minutes. Alors, je suis Odile Duchesne, je suis consultante pour l'ameublement français, qui est l'organisation professionnelle de l'industrie du meuble en France. Et l'ameublement français développe chaque année un programme de recherche prospectif. Et cette année, on a choisi, qui s'appelle Domocité, et cette année, on a choisi le thème du travail. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, en quoi le travail va impacter tous nos espaces de vie. Aussi bien le logement que le bureau, que l'immeuble de bureau, les espaces de coworking, l'hôtel. Donc, on a travaillé avec un collectif pluridisciplinaire. On a rassemblé presque 40 personnes, donc des architectes d'intérieur, des designers, des fabricants, des éditeurs de mobilier, des ergonomes. Et selon une méthode assez innovante, collaborative, avec des séances d'idéation, on a phosphoré sur tous ces espaces qui allaient être modifiés par ces nouveaux modes de travail, et ça aboutit à 5 scénarios d'usage. Un scénario pour le petit logement, un pour le grand. Donc c'est les 2 scénarios qu'on va vous présenter là. Et puis, il y a encore 2 scénarios pour l'immeuble de bureau, les espaces de coworking. Ça sera la conférence qui suivra. Et le dernier scénario, c'est pour le travail à l'hôtel. Et ça sera lundi après-midi. Alors, vous ne verrez pas ces projets sur le salon. On ne les a pas prototypés. On est vraiment dans un programme de recherche. Mais peut-être seront-ils un jour édités, je l'espère, parce que ce sont des très beaux projets. Et vous pouvez comme les découvrir juste derrière. Il y a une boîte noire qui s'appelle Domocité. Et vous avez les 5 projets que vous pouvez regarder à travers des Oculus qui effectivement, et avec un motion design animé, pas trop long, qui vous permettront de découvrir ces jolis projets. Alors, je vous présente tout de suite mes invités. Je vais commencer par les 2 agences de design, puisque je ne l'ai peut-être pas dit, mais il y a eu ce collectif pluridisciplinaire, mais nous sommes aussi, nous avons été accompagnés par des agences de design. Et pour les 2 projets sur le logement, nous avons été accompagnés par l'agence Fritsch et Durizotti, représentée par Thierry Coste. Tu es associé de l'agence, voilà, et tu as travaillé sur le petit logement. Et Pierre Prigent, qui est designer pour l'agence de design Generous Branding, voilà, qui lui a travaillé sur le grand logement. À mes côtés, Philippe Moreau, qui est là à 2 titres, puisque non seulement il est le président de l'ameublement français, de la fameuse organisation professionnelle, et d'ailleurs il vient d'être réélu tout récemment pour un nouveau mandat de 4 ans, mais il est également fabricant de meubles. Il est président de la société Thema Home. Et Eric Weissmann, qui est directeur du développement de Ecomobilier. Écomobilier, vous voyez ce que c'est, c'est un éco-organisme qui collecte, qui trie, qui réemploie. Et il y a une phrase que j'aime bien dans votre engagement, vous dites que votre ambition, c'est de faire des mobiliers et des matériaux d'aujourd'hui les ressources de demain. Je trouve ça assez joli. Et nous avons pu mener ce projet, notamment grâce à Ecomobilier, qui est un partenaire qui nous accompagne de tout point de vue pour que ce projet se passe bien. Voilà. Alors, je vais tout de suite, parce qu'en fait l'objet de la conférence, c'est vous présenter ces fameux scénarios d'usage, ces fameux concepts. Et on va commencer par le petit logement. Et je vais donner la parole à Thierry Coste. Avant que tu développes d'une façon plus détaillée le projet, parle-nous du postulat de départ. Voilà, des idées qui vous ont aidé à construire ce projet, qui n'est pas d'ailleurs que du mobilier, qui est aussi un service. Oui, bonjour à tous. C'est un exercice prospectif, mais qui n'est pas de la science-fiction non plus. C'est un prospectif, un futur accessible, un futur proche, qui est quasiment presque là, et qui se traduisait par une équation à résoudre en quelque sorte. Quid du travail à la maison et de l'exiguïté, petit logement et télétravail, une autre manière de le dire, qui en fait est la réalité de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Quelles sont les solutions souhaitables pour demain, probables, souhaitables. On peut rappeler que le travail du designer, c'est justement de rendre le futur souhaitable, désirable et probable.
Alors le groupe de travail a évidemment travaillé en proposant une profusion d'idées jetées en l'air qui évidemment sont retombées au sol et là aussi le boulot c'est de faire tomber la tartine du bon côté, hein, confiture sur le dessus et non pas au sol. Donc ce tri-là, il a été fait en groupe et il cherchait à résoudre l'équation petit logement, télétravail. Trois partis pris se sont dégagés assez naturellement. Le premier, c'est la liberté des postures qui semble être un tenseur fort de ce que l'on peut retirer du travail chez soi. Une liberté de posture. Et ça compte. Dans la valorisation des choix de vie, je peux finalement travailler comme ci ou comme ça et on regardera un petit peu plus en détail la façon dont ça s'illustre. Ça nous paraissait un parti pris important. Le second parti pris, c'est de laisser la main à l'utilisateur, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ait la maîtrise de l'espace. Et justement, parce que c'est un petit espace, en avoir les clés, en avoir les leviers, et faire en sorte d'être maître à bord. Le troisième parti pris est celui de l'intégration. Là aussi, renforcé par le fait qu'on est dans un espace exigu, il faut a priori que ce service de pouvoir travailler à la maison sache se faire oublier. Donc les trois partis pris étaient ceux-là. Est-ce que tu veux maintenant développer ton business ou tu veux encore parler de... Je peux développer très rapidement les trois. Bon, alors développe rapidement les trois. Et après, on passera au nouveau business model que vous proposez. D'accord. Liberté de posture, et mes notes vont m'aider à aller vite. Liberté de posture, ça signifie pouvoir bouger. Et on sait que le mouvement est salutaire sur le plan physique et sur le plan cognitif. Comment dire, aussi collé au plus près à des aspirations générationnelles. Travailler dans son lit. Travailler dans son lit. Un livre de Gérard Lézé qui s'appelait Génération Vautrée est assez illustrant de ses aspirations aussi, tout à fait intéressant. Et puis la variété, c'est-à-dire qu'on n'est pas finalement astreint. Enfin, on aimerait pouvoir adopter une posture différente entre le matin, le midi et le soir. Donc ça compte en tant que premier tenseur. Second, maîtrise par l'usager. On a travaillé évidemment au sein du groupe de travail en termes de scénario de vie, scénario d'usage et de vie, les sociotypes, l'échelle du temps, les déplacements, et peut-être revisiter la notion de rituel. Parce que ce qui est très important quand on commence à mélanger sur le même lieu le repos, la détente, la famille et le boulot, ben c'est que l'overlap peut être très inconfortable. La mise en scène est une clé pour pouvoir sortir de l'overlap douloureux par l'instauration de rituels. Je plie, je déplie, j'arrange, etc., etc. Intégration dans l'espace, troisième parti pris. Il s'agit de polyvalence, de versatilité, de gain de place bien sûr, et surtout de frugalité de moyens. Peu de volume, sans doute une contrainte de budget. La frugalité et donc, on va y revenir plus en détail, l'éco-responsabilité attachée à la conception. C'est bon ? C'est bon. Donc vous avez imaginé un nouveau business model basé sur la flexibilité de l'usage, et ça c'est très intéressant, plutôt que sur l'acquisition du mobilier, l'acquisition de l'objet. Donc est-ce que tu peux effectivement décrire ce modèle vertueux qui répond bien à justement cette frugalité dont tu parlais, oui. à la fin de l'abondance? À la fin de l'abondance, oui c'est ça. Ça c'était le volet 2 de la réflexion, puisqu'on a terminé sur éco-responsabilité. On a poussé plus loin sous forme d'hypothèse en faveur de l'environnement et en faveur de la souplesse d'usage. On a poussé une hypothèse qui était, mais est-ce qu'on ne devrait pas s'éloigner du concept classique d'acquisition pour aller chatouiller un petit peu le concept de la fonctionnalité pure, de l'usage pur,
et donc de l'économie différente. L'économie de service, comme c'est le cas dans bien des domaines aujourd'hui, on n'achète plus un bien physique, mais on achète son droit à l'utilisation. Alors, c'est d'abord une souplesse d'usage parce qu'au-delà de la flexibilité de l'espace que peut offrir tous les petits mobiliers qu'on a aperçus tout à l'heure, il y a évidemment l'évolutivité qui est l'autre volet de la souplesse. Flexibilité, c'est dans l'espace. Évolutivité, c'est dans le temps. C'est-à-dire que demain, après-demain, dans 6 mois, dans un an, j'aurai peut-être changé de job. On sera peut-être non plus 2, mais 3 à la maison. Tous les changements peuvent advenir. Si je suis sur un mode de service et de mise à disposition de mobilier ou d'équipement plutôt que d'acquisition, alors, eh bien, évidemment... Donc c'est un système de location. On peut dire location, on peut dire abonnement, on peut dire affiliation. Évidemment, on pense à une plateforme intelligente, plateforme de service, aménagement as a service. Et là, tout est possible. C'est-à-dire qu'il s'agit peut-être, en effet, d'un forfait qui inclura la mise à disposition en un temps record, qui inclura le nettoyage, qui inclura le remplacement en cas de défection, et qui inclura peut-être l'évolution. C'est-à-dire tous les ans, ou même à des périodes données, on remet en jeu son installation, son cahier des charges, et on redéfinit, on redesign son intérieur. On pourra changer de mobilier ou le garder, le racheter, l'acheter, pourquoi pas aussi. Exact. On joue à stop ou encore. Je pense que sur un plan professionnel, puisqu'il s'agit aussi beaucoup d'indépendants, sans doute dans la clientèle que nous visons, sur un plan professionnel, ça consiste aussi à variabiliser la charge. D'abord, on est en charge et non plus en investissement, pourquoi pas. Et c'est complètement variabilisé par rapport au niveau d'activité. Alors, bien sûr, ce ne sont que des supputations et il faut les prendre avec toutes les réserves d'usage. On comprend que ce sont des idées qui ont pris corps pour cristalliser le propos ou le concept. Je crois qu'il y en a 4 finalement qui ont été retenus dans toute la profusion initiale, avec évidemment l'immanquable jour-nuit, c'est-à-dire le fait de pouvoir, si je veux, travailler au lit, mais dans des conditions qui soient ergonomiquement acceptables, et avec le même mobilier, lui faire autre chose, c'est-à-dire possiblement assis, de toute façon compact, si possible astucieux dans sa réalisation, de toute façon éco-responsable, puisque éco-conçu. Et je pense qu'on y reviendra sur la notion d'éco-conception, parce que c'est la clé absolument première des futurs développements. C'est-à-dire si on parle d'économie circulaire et si on parle de seconde vie, l'éco-conception est incontournable. Donc c'est une table de nuit qui peut devenir une table de travail. Je ne peux pas mieux dire que toi. C'est parfait. Et qui peut même, S'élever. S'élever. Voilà. Non, elle a toutes les qualités. Elle se fait oublier quand nécessaire. Elle se fait active et docile. Alors, on va passer au deuxième produit. Je crois que c'est le siège. Eh bien, l'assise pop-up, comme son nom l'indique, elle est à hauteur variable, avec plein de mérites et de vertus, parce qu'elle permet de changer de posture, bien sûr. Elle permet de se fondre dans l'environnement de façon intégrée quand elle est en mode, comme celui-ci, lounge, mais en hauteur haute, active pour les sessions de travail. Ok, on va aller un peu vite parce que vite. Tu sais qu'il y a un autre projet. Ah, celui-là, je l'aime bien. Voilà, ça c'est comment exploiter sans souffrir le disponible vertical. C'est-à-dire on ne parle plus de mètres carrés, mais au contraire de verticalité gratuite pour évidemment y imposer ses documents, s'isoler, donner un confort acoustique. Oui, je suis dans un petit logement, je ne veux pas voir ma cuisine quand je travaille, donc j'ai ce paravent qui me sert à mettre mes post-it. Voilà. Mais le soir, je ne veux plus le voir. Il disparaît. Et si je veux, je peux disparaître avec le paravent. Alors là, on est dans je crois que c'est le dernier objet, qui lui se veut un peu à la fois classique dans un mode mini bureau, et à la fois clin d'œil, parce qu'il peut en effet être pris pour une coiffeuse et utilisé comme une coiffeuse. Encore une fois,
ce ne sont que des éclats, des pépites, des parties émergées d'une réflexion qu'on comprend bien. Il faut être petit, agile, astucieux, disparaître, s'intégrer et surtout renouvelable. Très bien, merci beaucoup Thierry. Alors je vais passer la parole maintenant à Philippe Moreau. Donc là cette fois-ci je m'adresse au président de l'ameublement français, au président de la filière. Vous avez un projet sectoriel, l'ameublement français rédige un projet sectoriel pour guider la profession pour les 5 ans à venir. Et l'une des 3 ambitions de ce projet, c'est d'accompagner nos industriels de meubles dans l'adaptation de leur offre à l'évolution justement des modes de vie, comme on vient de le voir. Donc parmi ces leviers, il y a l'économie circulaire, et dont l'éco-conception et l'économie de la fonctionnalité. Donc je pense que ce type de projet te ravit, Philippe, parce que ça rentre complètement dans ces nouveaux business models que vous essayez pour lesquels vous essayez de convaincre la profession de développer. Oui, on pense qu'on est dans une période de notre histoire qui est extrêmement propice à l'innovation sous des tas de formes et pas que produits. Thierry a donné de nombreux exemples de la façon dont on pouvait à la fois travailler le produit, sa flexibilité, mais des services à côté et des façons de propager l'offre vers les utilisateurs. Ce qui nous paraît important, au travers de cette ambition que se donne, qui est une des 3 ambitions principales que se donne l'ameublement français, en termes un peu simples, moi j'aime bien dire on veut être les champions du monde du design d'usage. Alors ça fait peut-être un peu prétentieux, mais on a une histoire de l'art de vivre depuis des centaines d'années. Même quand on n'a pas fait d'études de l'art, c'est incrusté dans notre mémoire culturelle. On est avec ça dans les gènes et depuis des générations, on a vu des façons de vivre et le monde entier nous envie ça. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, aujourd'hui, on vit des évolutions sociétales qui sont extrêmement fortes. On n'a pas beaucoup de temps, je dirais simplement pour l'illustrer. Dans les années 60, c'était métro, boulot, dodo. Alors, à des degrés divers selon les personnes concernées. Mais en clair, la vie était rythmée à la fois dans le temps, dans la journée, et dans les lieux dans lesquels on vivait. Donc on s'asseyait au bureau, ou on était debout à l'usine, ou assis dans le métro, ou dans une voiture, et puis devant sa télé chez soi, etc. Bon. Et ça, c'était un peu immuable, le temps d'une carrière qui durait une quarantaine d'années. Donc il s'était passé autre chose chez les parents avant, et puis après, il y avait la retraite, le début de la vieillesse, etc., qui pouvait être différent, mais c'était très immuable. Aujourd'hui, on a beaucoup plus dans nos parcours de vie à tous, et je dirais c'est pas les jeunes. Alors évidemment, les jeunes sont souvent à la pointe parce que propices à dire mais on voit pas pourquoi on ferait comme ça et plus prompt à sauter sur des idées un petit peu en rupture. Mais je vois aussi moi des gens de mon âge ou plus vieux qui se mettent à changer complètement leur mode de fonctionnement. Donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer, c'est très général. Et avec, se superpose à ça l'idée que, enfin c'est même pas une idée, c'est l'obligation de moins pomper dans les ressources naturelles que nous avons, que ce soit de l'énergie ou des matériaux, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça tout simplement et qu'il faut réduire. Donc d'augmenter la durée de vie des produits, de les réutiliser, de les recycler, d'utiliser des matières recyclées, mais bien au-delà, ce qu'illustre le projet porté par Thierry et mené dans le cadre de Domocité, c'est la flexibilité, la modularité, la variété d'utilisation du produit, mais ça peut être aussi par différentes personnes. Et donc dans l'économie de la fonctionnalité, tout à l'heure on a évoqué la location, je crois que ça passe surtout bien au-delà de ça, c'est pas changer un achat par de la location, ça c'est juste du financement. On n'a rien changé quand on a fait ça, comme pour les voitures. Si chacun a toujours sa voiture qui l'utilise un quart d'heure par jour, on n'a rien changé. Mais par contre, quelqu'un a parlé d'abonnement. Alors peu importe le nom, les grandes multinationales ont des tas de noms pour ça, mais peu importe le programme. Ce qui est pour moi l'économie de la fonctionnalité, c'est dire on a tous besoin d'usage. Là on est assis sur des chaises, si on n'avait pas les chaises, ça donnerait un autre caractère à cette table ronde. Il y a des tables, il faut porter une télé, etc. Donc il y a tous ces besoins. Ici, à l'hôtel, chez soi, au bureau, on peut avoir plusieurs chez soi, plusieurs bureaux, enfin voilà, et on bouge, on ne travaille pas toute la journée au même endroit. Donc pour moi, l'économie de la fonctionnalité, c'est surtout ça, c'est dire on a des besoins d'usage,
Et être les champions du monde du design d'usage, c'est à la fois utiliser toute notre expérience française de plusieurs centaines d'années d'art de vivre et l'adapter à l'évolution des usages que l'on connaît aujourd'hui pour permettre à l'offre de se transformer, d'être accessible. Et peut-être qu'il y a des produits que je vais utiliser 5 minutes, il y en a d'autres que je vais utiliser 1 heure, il y en a que je vais utiliser toute ma vie. Il y a tous les modèles. Donc comment on peut rendre tout ça disponible, évolutif, on en reparlera tout à l'heure je crois, et en permettre l'usage au plus grand nombre sans multiplier les produits et pomper plus dans les ressources. Merci Philippe. Donc Eric, je voulais rester sur ce sujet de l'usage. Est-ce que quand il s'agit de fabriquer et surtout de vendre un usage au lieu que ce soit un bien, est-ce que ça implique des performances différentes en termes d'éco-conception, de durabilité, de réparabilité? Merci pour la question. Bonjour à tous. De notre point de vue à nous, Ecomobilier, en fait, la réduction de l'impact environnemental des produits, qui est notre raison d'être, en fait, passe par de multiples façons de faire et, j'allais dire, à la fois dans la fabrication du produit, dans l'usage du produit et dans l'accompagnement du produit par des services. Et moi, ce que je trouve intéressant dans l'interrogation sur l'usage plutôt que la propriété, c'est qu'effectivement, dans le modèle économique de l'usage, pour parler aussi comme ça, il est essentiel que le produit puisse durer plus longtemps qu'un produit standard. Il est essentiel que ce produit puisse être réparé, entretenu, complété, que son évolutivité puisse être assurée, peut-être par des pièces complémentaires en vue d'un usage nouveau ou différent. Et dans les exemples que vous montriez, Thierry, on voit bien qu'on pourrait continuer de faire monter la table de nuit qui peut aussi servir de table de travail et lui ajouter 2-3 gadgets pour compléter son usage. Donc cette logique-là qui consiste à allonger la durée de vie des produits, réduit l'impact environnemental, à compléter sa capacité d'usage, assure une longévité également plus grande. Et ce qu'on pourrait ajouter de notre point de vue à nous, qui sommes à la fois des recycleurs de matières et des recycleurs ou des réemployeurs de produits, c'est qu'évidemment dans la conception même des produits, toutes ces questions relatives à l'intégration de matières réemployées ou de matières recyclées vient ajouter une dimension supplémentaire qui accompagne la qualité du produit dans la mesure où, on en reparlera aussi, mais ce qui peut être fourni aux concepteurs et aux fabricants en termes de matériaux, tout simplement, peut être normé, qualifié pour répondre à des exigences supplémentaires de façon à ce que le produit dure plus longtemps, soit réparable, soit réutilisable, soit transformable. Merci Eric. Alors, on va repasser la parole à Philippe parce que maintenant je m'adresse à toi en tant que fabricant. Tu fabriques donc du mobilier en kit, destiné plutôt à la grande distribution. Donc je voudrais revenir sur ce modèle d'abonnement. Là, en l'occurrence, dans le projet Mobiloca, on parlait d'un abonnement via une plateforme. En revanche, vous travaillez avec la distribution, vous les fabricants. Peut-on effectivement développer aussi ce type de projet avec la distribution? Peut-être le fais-tu déjà? Alors, je disais tout à l'heure, on est dans une période propice à énormément d'innovation à 360 degrés. Donc, il ne faut rien s'interdire. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a de nombreuses expérimentations en cours. Et comme toujours, les prospectivistes ont rarement raison. On peut imaginer des scénarios, mais savoir celui qui sera le plus propice à répondre aux besoins dans 5 ans, dans 10 ans, aujourd'hui on ne sait pas. Enfin, moi je ne m'aventurerai pas à y répondre. Mais par contre, ce qui me paraît important, c'est qu'on trouve des solutions pour entrer dans de l'économie de l'usage, l'économie de la fonctionnalité. Et encore une fois, ce n'est pas forcément que de la location, c'est peut-être plutôt de l'abonnement. Mais également avec des produits éco-conçus dont la durée de vie est longue. Alors au passage, je dirais quand même qu'au fond, on fabrique du mobilier et ce sont des produits qui par essence ont une durée de vie longue. C'est-à-dire que même des produits d'entrée de gamme, s'ils ne sont pas maltraités, il n'y a pas de raison que 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ils ne soient pas toujours là. Le vrai sujet pour moi qu'on a à traiter, c'est que moi si on me dit, alors j'ai un peu moins de temps devant moi que quand j'avais 25 ans, mais quand on s'équipe pour la première fois, si on me dit ce que tu achètes là, fais bien attention parce que tu vas vivre jusqu'à la fin de ta vie avec, moi je signe pas. J'achète pas, je noue pas, je me bonne pas, enfin bon. Par contre, donc je pense que c'est un droit, c'est légitime d'avoir envie de changement.
même de dire, on fait beaucoup de bibliothèques, j'ai doublé ma collection de BD, j'en veux une plus grande, j'ai le droit. Et peut-être que nous, en tant que marque, on se devrait de dire, je vous reprends l'ancienne bibliothèque et je vous en donne une autre, mais on a organisé ça et elle n'est pas perdue, elle ne va pas forcément dans la benne des mobilier tout de suite, mais il y a quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas envie de mettre, qui n'a pas les moyens peut-être, ou veut pas mettre le montant pour un produit neuf et qui va être content. Et on peut organiser ça avec la distribution. Et ça peut se faire avec la distribution, et ça peut se faire, il y a un vrai sujet de dernier kilomètre pour ça. C'est-à-dire que quand je reprends mon exemple, parce qu'il est très pratique, une bibliothèque, ça ne se transporte pas dans la poche. Donc si je suis à un bout de Paris et que j'ai trouvé quelqu'un qui reprend la bibliothèque, ou que la marque ou le distributeur s'est occupé de trouver la personne qui va prendre la seconde main, il faut que je me débrouille pour emmener la bibliothèque de A à B. Hein, et si possible, le plus près possible. On ne va pas l'emmener à Montpellier, ou ça serait idiot. Donc on a un sujet qui implique les consommateurs, les marques, les fabricants, les distributeurs, mais également un certain nombre de prestataires de type transport, c'est presque du déménagement, de prestataires du dernier kilomètre, de proximité, qui seront capables de faire ça. Transport, montage, etc. Dernière question avant de passer au deuxième projet. Eric, l'actualité internationale, effectivement, nous rappelle combien l'accès à la matière va devenir vraiment un enjeu majeur. Vous avez un message à faire passer, je crois, aux designers et aux fabricants sur les circuits courts, sur l'approvisionnement local. Oui, alors un message bien évident. Aujourd'hui, l'éco-organisme que nous sommes, Écomobilier, traite 1 200 000 tonnes de produits usagés qui sont mis au rebut. Pour partie dans un circuit de réemploi, c'est-à-dire que c'est amené à une association ou à un upper qui va transformer l'usage de la matière pour en faire un autre produit et un autre usage. Et puis pour partie via la matière recyclée industriellement qui, elle, va revenir dans les circuits de production industrielle. Cette matière, elle a deux caractéristiques qui sont essentielles et qui me semblent très pertinentes en ce moment. La première, c'est qu'elle est locale. On recycle à moins de 120 km aujourd'hui du point de collecte. Donc on est vraiment dans la proximité. Et la deuxième, c'est qu'elle est normée. C'est-à-dire que quand on a démarré le recyclage de la matière il y a 10 ans, on avait des petites quantités sur des territoires très éparpillés. Aujourd'hui, à 1 200 000 tonnes partout en France, on peut travailler avec vous, designers ou industriels ou fabricants, on peut travailler à normer la matière de façon à ce que cette matière recyclée localement, elle corresponde précisément à l'usage du produit et à la qualité, à la qualification de la matière. Donc on a aujourd'hui, avec cette offre locale d'hyper proximité qualifiée, de qualité, elle répondra aux mêmes exigences fonctionnelles, techniques, de résistance que celles que vous attendez de la matière vierge. On a une possibilité d'éviter d'attendre des approvisionnements lointains et un peu aléatoires en ce moment, et par ailleurs très onéreux. Très bien, merci Eric. Je ne veux pas perdre de temps parce que nous avons un deuxième très joli projet, donc on reste toujours dans travailler dans son logement. Alors là, on est dans un logement spacieux. Alors j'avoue que j'ai été surprise quand le collectif a décidé qu'on n'allait pas travailler sur une pièce dédiée au travail. Pas du tout. On assume complètement le fait qu'on veut travailler dans son très joli salon, très spacieux et très luxueux. Alors Pierre Prigent de l'agence Generous, tu as travaillé sur ce projet, donc je te laisse d'abord présenter Alors en fait, l'idée du grand salon, alors effectivement on peut s'attendre à vouloir travailler dans une pièce qui est dédiée. Nous, à l'agence, on a l'habitude de voir que les gens ont de plus en plus envie de sortir du bureau fermé traditionnel, d'avoir une perspective, de travailler dans un cadre différent de celui du bureau qu'on connaît, technique, que tout le monde connaît aujourd'hui. On a envie de confort, on a envie de matériaux chauds. Et donc, on s'est dit que travailler dans le salon, c'était une contrainte forte et que c'était un avantage pour ce projet de répondre sur quelque chose dont les gens ont vraiment besoin, d'une perspective, des différentes postures de travail. Oui. La deuxième chose, c'est que le salon, c'est un espace c'est la pièce qui est la plus grande du logement. Donc c'est la pièce qui est logiquement la plus apte à recevoir un nouveau mobilier sans entraîner de blocage au niveau des mobiliers déjà existants. On a souvent des murs qui sont libres, donc on ne va pas bloquer d'autres fonctions.
Le salon, c'est aussi une pièce où on va avoir des postures de travail différentes. On va pouvoir s'asseoir sur un canapé, travailler avec une assise basse. On va pouvoir s'asseoir sur sa table avec un confort d'assise standard, ou alors dans les grands logements, on va avoir un îlot sur lequel on va pouvoir s'asseoir et travailler haut. On peut aussi avoir besoin de suivre le soleil, on a envie de bouger, on est mobile, donc l'idée du salon, c'était vraiment ça. Ensuite, le projet Totem qu'on propose ici, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le camouflage. Aujourd'hui, le bureau, il est rectangulaire, il est technique. On a envie de sortir de ça. Donc toute la démarche, c'est une démarche prospective. C'est de sortir de cette technicité et de créer un objet qui se fonde un petit peu, qui se camoufle dans l'intérieur. Donc le nom porte le projet puisqu'il s'appelle Totem. Donc c'est un tableau-objet de télétravail éco-conçu et monumental, donc c'est un petit peu complexe, mais au moins on a tout qui est proposé dans le nom. Concrètement, c'est un objet c'est un bureau qui se métamorphose et qui devient un objet décoratif et qui est valorisé par son traitement de matériaux, par son traitement d'éclairage. Concrètement, c'est un miroir qui est rétro-éclairé, positionné sur un panneau avec du tissu acoustique éco-sourcé, qui se déploie, qui s'ouvre, et donc on a cette œuvre d'art, on le verra tout à l'heure pourquoi on l'appelle œuvre d'art. Cet objet de décoration s'ouvre et se dévoile comme un bureau ergonomique et professionnel. Donc on va retrouver du courant fort, du courant faible, on va retrouver du stock à l'arrière vertical, on en parlait, puisqu'on veut quand même avoir un objet qui se fond dans la masse, donc qui ne prend pas trop d'emprise dans le salon. C'est un objet qui va également pouvoir proposer différentes postures de travail. En fait, il y a une tablette centrale qu'on voit en partie ronde qui se détache, qui permet de se mettre en position haute ou alors de devenir nomade. Elle intègre toute la partie technique de rechargement, donc une batterie. Et ça va permettre justement, quand on est dans le salon, de pouvoir sortir de cet objet et de pouvoir obtenir d'autres postures de travail, puisque aujourd'hui c'est ce que tout le monde cherche, c'est une mixité de postures, une mixité d'angles de vue, tourner autour du soleil, etc. Est-ce que je continue ou tu veux... Alors globalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Domocité, c'est vraiment prospectif. Faut pas imaginer cette forme, on l'appelle œuvre d'art. Alors c'est peut-être un peu too much, mais c'est vraiment pour que les gens comprennent le principe. Il aurait pu avoir 1000 autres designs différents. On en a proposé un pour cristalliser la forme et pour qu'on comprenne le concept. L'idée, c'est vraiment en tout cas, d'avoir un objet dont les formes coupent nettement avec le bureau traditionnel rectangulaire. Donc, on parlait d'éco-mobilier, on parlait d'éco-matériaux. L'idéal pour ce projet serait de sourcer une structure qui soit, on a vu sur les stands autour, des plaques de plastique recyclées, on voit des matériaux qui commencent à arriver qui pourraient faire partie de cet objet. Nous, le principe de Totem, il ne réside pas forcément dans son éco-responsabilité au niveau des matériaux, mais plus dans son côté œuvre d'art. C'est-à-dire qu'en fait, cet objet est un bureau qui se camoufle, qui se révèle, qui se camoufle, qui se révèle, et qui est une vraie œuvre d'art. Et donc on a imaginé cet objet comme pouvant être aussi décliné en collaboration avec des vrais artistes, parce qu'on n'est pas artiste, donc on a dessiné une forme qui est un petit peu standard, même si on a essayé de la faire la plus jolie possible. On pourrait imaginer une collaboration avec des artistes qui viendraient signer une finition, qui viendrait signer des matériaux, une sélection de motifs, pour permettre à l'objet en fait d'avoir un vrai statut d'œuvre d'art légitime. Et l'avantage de ça, c'est que ça permettrait d'allonger le cycle de vie du produit, puisqu'en fait, aujourd'hui, quand on a une œuvre d'art à la maison, on ne va pas la traiter de la même manière qu'un mobilier, on va la garder, on va essayer de la conserver, on va la revendre, mais vu qu'elle est signée, elle a une valeur un peu plus forte qu'un mobilier standard, et donc son cycle de vie est allongé de cette manière-là. Alors, je voulais justement poser une question à Eric. Est-ce que ce n'est pas incompatible de faire un objet de luxe et d'être dans un modèle vertueux sur le plan de l'économie circulaire? C'est la réponse la plus rapide de la conférence. Non, ça n'est pas incompatible, c'est même parfaitement compatible. Parce que j'allais dire que le nouveau luxe, c'est probablement aussi de se projeter sur des questions environnementales, et donc ce que vous avez dit sur le tissu, sur les matériaux, etc. Juste le micro-conseil, c'est la vigilance sur le fait que tous ces matériaux, si en plus on peut interchanger, c'est-à-dire que dans la vie du produit, on peut changer telle ou telle pièce,
et qu'on peut, le jour où malheureusement elle ne servira plus, la démanteler proprement, ça sera formidable. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait en off à côté du stand. Aujourd'hui, il y a des matériaux qui se développent, qui essaient d'éviter tout ce qui est colle, toutes ces choses-là qui obligent le matériau à être, enfin qui est difficile ensuite à recycler. Et donc on va avoir des systèmes de vis qui vont être apparentes, mais qui vont montrer esthétiquement que l'objet est justement réutilisable, qu'on va pouvoir retirer les ressources du produit pour pouvoir les réutiliser d'une autre façon. Alors, vous avez travaillé sur, je ne sais pas si on le voit, le siège. Tu as peut-être pas osé le mettre, parce que c'était d'ailleurs le sujet auquel tenait beaucoup Gérard Lézé, l'ancien directeur du VIA. Il disait toujours, il manque un siège bureau ergonomique, répondant au code de la maison. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, quand on discutait avec les télétravailleurs, et moi je me souviens, je leur disais souvent, mais vous savez, votre entreprise peut vous mettre à disposition un siège de bureau pour chez vous. Ah non, surtout pas, je ne veux pas de siège de bureau. Bon, pourtant, quand on télétravaille 7 heures, 8 heures par jour chez soi, il faut quand même qu'on soit bien installé. Alors, tu n'as pas dessiné de siège qui soit ergonomique, confortable et qui soit luxueux. Alors en fait, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec Jean-Baptiste, c'est que le siège, ça n'a rien à voir avec le bureau. Le bureau, c'est quand même un peu plus facile à traiter, dans le sens où je ne suis pas ergonome, je suis designer, donc il y a vraiment un travail de collaboration avec des vrais ergonomes pour dessiner des objets aussi techniques que le siège. Le siège, il y a un confort d'assise avec la mousse, il y a la hauteur réglable, il y a la position des coudes, il y a le soutien lombaire, il y a les roulettes, donc il y a plein d'éléments très techniques qui parlent de la posture de travail, qui doivent être réglables puisque tout le monde est différent. Et donc c'est un objet qui est beaucoup plus difficile à traiter qu'un bureau. Donc l'idéal, ce serait que dans un second temps, on puisse imaginer travailler un siège standard qui intégrerait toutes les fonctionnalités ergonomiques de réglage comme on l'entend aujourd'hui, comme on le voit dans les bureaux, mais traité de la manière home, c'est-à-dire avec peut-être simplement une sélection de matériaux qui soient un peu différents, qui soient changeants, des courbes qui soient peut-être un peu plus ronds. Il y a des choix à faire. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à le proposer en parallèle du bureau. On a essayé de répondre au mieux, en tout cas sur le bureau. Le siège, peut-être l'année prochaine, qu'on aura l'occasion de le développer. Ça sera avec plaisir, en tout cas, et on aura une réponse complète à ce moment-là. Voilà, donc on te lance le défi pour le prochain Domocité, le siège bureau pour la maison. Alors en conclusion, Philippe, en tant que président de la MAE français, je voudrais que tu rassures un peu nos fabricants qui ont été un peu déstabilisés par notre engagement fort dans l'économie circulaire, effectivement dans le travail sur la seconde vie des produits. Pour tout te dire, un jour en réunion, j'ai eu un de tes confrères qui m'a dit « Mais attendez, moi j'ai une usine, mon usine elle est faite pour faire du meuble neuf. Il va falloir demain que je fasse du meuble vieux. Comment je fais ?» Alors, est-ce que tu as un message à faire passer là-dessus? Alors, d'abord, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est il y a quelques années. Ils ont quand même bougé un petit peu, mais c'est comme tout le monde. Quand on pousse, on est tous pareils, hein, c'est humain. Au début, on résiste, et puis une fois qu'on a compris le mouvement, voilà, chacun le fait, le mène à sa façon. Moi, je pense qu'au contraire, les fabricants ont un boulevard. Ils ont un boulevard parce que il suffit de regarder autour de nous ici. On a des produits qui sont durables, mais on n'a pas traité les questions justement d'économie de la fonctionnalité, de l'usage, et surtout comment le produit évolue. C'est-à-dire que tous les produits qu'on a autour de nous ici sont durables. Encore une fois, je dis c'est 10, 20, 30 ans. Enfin, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que il n'y a rien qui me dit que la table qui est là sera une table dont quelqu'un aura envie, avec les couleurs qu'elle a, le design qu'elle a, etc., dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc le vrai sujet, c'est comment je suis capable de dessiner et de fabriquer des produits qui soient évolutifs à la fois par rapport aux usages, mais aussi par rapport à des tendances. Et je reviens sur mon exemple de bibliothèque qui peut changer de taille, et là j'ai un autre besoin, faut que j'en change. Mais je pourrais aussi dire, j'ai vécu dans du plaquage noyer pendant 10 ans, j'ai envie de changer. Voilà. Comment on gère ça? Et un exemple, là où on peut l'illustrer, c'est dans le domaine de la cuisine, par exemple, ou de la salle de bain, où au fond, on a des caissons dont on pourrait dire qu'il ne faudrait pas changer grand-chose pour qu'ils se mettent à faire partie de l'immobilier, au sens où vraiment ils seraient attachés à la maison. Et par contre, concevoir différemment la cuisine ou la salle de bain,
pour que, en changeant des façades, des poignées, des plans de travail, des choses comme ça. Donc Pierre parlait de me montrer tout à l'heure un exemple de produits qui ne peuvent pas se coller, mais en disant finalement c'est un avantage parce qu'on va le visser ou le clipser ou je sais pas quoi, et puis on pourra le changer. Donc on peut peut-être s'autoriser, dans la mesure où on utilise des matières recyclables, de dire il y a une partie, et la partie visuelle qui accompagne la tendance ou une partie de l'usage, que j'ai le droit de changer, puis peut-être de refondre et de refabriquer différemment, etc. Oui, mais moi je pensais aussi carrément au mobilier complètement de seconde vie, c'est-à-dire, on le sait notamment chez les très jeunes générations qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat d'acheter dans certaines marques que l'on connaît et qui effectivement ont choisi de chiner et de récupérer du mobilier de seconde vie, voire même du mobilier fait à partir de matériaux venant d'ailleurs. Et Eric, là-dessus, vous avez un message aussi à faire passer sur le mobilier de seconde vie. Le message, c'est que chacun d'entre nous, pour des raisons que tu as dites, Philippe, c'est-à-dire pour des raisons d'usage, pour des raisons de goût, pour des raisons d'espace, change d'environnement, de mobilier, et que le premier réflexe qui doit nous habiter tous, c'est peut-être d'abord de chercher à donner plutôt qu'à jeter. Et donnant, on peut donner autour de soi, on peut donner à des associations. Alors, évidemment, beaucoup d'entre nous peuvent tenter aussi de vendre quand ils sont dans cet usage-là, de vendre. Bon, on est, nous, dans des filières où à la fois on cherche la réduction de l'impact environnemental, et ça c'est le réemploi, le recyclage, l'impact social aussi, puisque ça fait aussi partie des projets RSE que les entreprises peuvent poursuivre. Et de ce point de vue-là, on travaille à la fois avec des entreprises industrielles, des entreprises de l'ameublement étendu, la cuisine par exemple, et aussi des associations et aussi des plus petites entreprises, les uppers ou les entreprises d'insertion, donc pour donner voilà, une autre façon de prolonger la vie de son meuble. Donc moi, si j'ai un message, c'est simplement de se dire qu'à la fois on peut donner, et puis on peut être client aussi de ces meubles-là, en mode vintage ou en mode associatif. Les deux se valent et sont importantes ou intéressantes voilà, pour prolonger la durée de vie et d'usage des produits. Écoutez, merci, vous avez été formidable. On a tenu exactement les 45 minutes. Donc, on a quand même encore un peu de temps pour des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Est-ce que vous avez envie de travailler avec ce que l'on vient de voir dans votre logement ? Ou est-ce que vous avez d'autres suggestions à nous faire pour travailler dans un logement ? Ou vous n'avez peut-être pas envie de travailler chez vous aussi ? Pour les suggestions, le stand Domocité est très bien fait pour ça parce que vous avez 2 murs blancs avec des feutres qui sont à votre disposition. Et on parle de prospection ici, on a dessiné des choses qui ne sont pas figées et on vous invite tous à venir dessiner sur le mur Domocité pour proposer des solutions puisqu'on n'a pas la réponse, donc tout le monde est bienvenu. Oui, tu as raison, j'avais oublié de le signaler, c'est très important. Venez donc dessiner ou écrire ce que vous attendez pour pouvoir travailler demain. Pas de questions ? Ah, si. Merci. Non, je voulais juste demander, est-ce que vous êtes basé sur des études de réception d'usage suite au Covid parce qu'on sait que ça a été perçu de façon très très différente, parfois difficilement psychologiquement. Donc on a tous conscience qu'il va falloir développer ces espaces-là à la maison. Ça ne va pas s'arranger avec des crises énergétiques, j'imagine. Mais en tout cas, quel est le retour que vous avez eu des usages après cette période-là ? Je vais peut-être répondre au début parce qu'effectivement, nous sommes partis d'une étude qui est menée par l'Observatoire de la qualité de vie au travail qui s'appelle Actineo. Et nous avons effectivement interrogé à la fois des salariés mais aussi des indépendants pendant les confinements. On a choisi 5 grandes métropoles dans le monde et on les a questionnés sur effectivement leur façon de travailler et surtout leurs souhaits. Et ce qui est très intéressant, c'est effectivement tous ces métropolitains, parce qu'il y avait Paris, Amsterdam, Londres, Singapour et San Francisco, tous les métropolitains finalement recherchent un équilibre. Ils veulent à la fois pouvoir travailler un peu chez eux, ils trouvent très intéressant l'espace de coworking, enfin le tiers-lieu qui peut être une passerelle entre leur immeuble du bureau et leur domicile, mais en fait finalement ils sont demandeurs des 3. C'est-à-dire je veux à un moment donné pouvoir travailler chez moi, mais vous avez raison, pour certains ça a été une vraie souffrance, donc on sait que certains n'ont pas envie de travailler chez eux. Pour cela, le fait d'avoir des
ce que j'appelle des bureaux de voisinage. Moi, j'aime bien cette idée de bureau de voisinage qui n'existe pas encore suffisamment. C'est des bureaux qui ne sont pas très loin de là où habitent les gens. Et effectivement, on parle de la ville du quart d'heure. C'est quand même intéressant de se dire, à un quart d'heure de chez moi, je peux aller dans un lieu qui sera un peu plus pro, et puis surtout dans lequel je vais avoir de la sociabilité, j'aurai le bon Wi-Fi, etc. Voilà. Et puis ils ont envie de revenir, au bureau. Voilà. En revanche, ce qui est ressorti très fort dans cette étude qui a été faite en 2021, donc qui est très récente, c'est je veux séparer ma vie privée de ma vie professionnelle. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, c'est une tendance vraiment très forte. Je veux séparer les deux. Et dans ce cas, vous avez raison, est-ce qu'on peut bien séparer sa vie professionnelle de sa vie privée si on travaille chez soi? C'est une vraie question. Thierry, tu as peut-être quelque chose à dire en tant que membre fondateur d'Actineo. Merci Odile. Non, si ce n'est appuyer ce que tu viens de dire, en effet, je pense que l'aspiration majoritaire, c'est de vouloir séparer. Et maintenant, j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons pour séparer. C'est soit l'horaire, soit l'espace. Et c'est ce qui renvoie, je crois, à la notion de rituel qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que si réellement on tient à cette séparation, il faut instaurer un rituel qui nous soit propre. Il n'y a pas de rituel obligé ou légendaire ou général qui tienne. C'est à chacun d'installer son rituel et si possible de s'y tenir, parce que c'est une bonne hygiène de vie qui répond à cette aspiration bien partagée. On vous remercie de votre attention. Merci d'être venu.